Oui, effectivement, ça marche, c'est bien. Donc, on va essayer de faire un petit peu le tour d'horizon rapide de cette ivermectine. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce produit miraculeux? Parce qu'il n'y a pas que le Covid sur lequel ça marche. Donc, l'ivermectine suivante, c'est, ça passe pas, voilà. C'est un dérivé d'une bactérie qu'on trouve en quantité importante partout sur la Terre, le Streptomyces avermitilis, qui, par fermentation, va donner cette molécule qui est l'ivermectine. Donc l'ivermectine est une lactone macrocyclique, comme l'azithromycine d'ailleurs, à laquelle on l'associe, mais avec des actions totalement différentes, puisque l'azithromycine, c'est une molécule simple, et l'ivermectine est une molécule double. Donc les effets sont différents. Cette molécule suivante a apporté tellement de choses dans le monde entier depuis 1974, j'aimerais revenir en arrière, 1974, où elle a été découverte par Satoshi Omura, qui l'a confiée à un scientifique américain qui est dénommé Campbell, William Campbell, qui travaillait chez Merck. Donc il a confié cette molécule pour faire toutes les études, et c'est pour ça que Merck a eu, jusqu'à ce que ça tombe dans le domaine public, le monopole et tous les droits concernant cette molécule, l'a développée d'abord chez l'animal, mais pratiquement en même temps chez l'homme, avec beaucoup moins d'indications chez l'homme. Les vétérinaires sont beaucoup moins pointilleux en ce qui concerne les études, et ils traitent beaucoup mieux et de manière beaucoup plus importante. Donc suivante, cette molécule a rendu tellement de services, donc suivante, qu'elle a obtenu un prix Nobel en 2015, donc quelques années après, puisqu'elle a sauvé des millions de gens dans le monde. Alors tout d'abord, en ce qui concerne les animaux, elle a une palette d'utilisation extrêmement large. On peut l'utiliser chez 11 espèces animales, c'est reconnu. Alors attention, il ne faut pas en donner à tous les animaux, hein. Il y a certaines races de chiens, c'est mortel. Si vous en donnez à votre poisson rouge, il va mourir aussi. Si vous donnez une grenouille, elle va mourir aussi. Les insectes, ils n'aiment pas trop non plus, puisque ça tue toutes les petites bêtes à pattes et les vers. Donc c'est utilisé dans plus de 100 pays. Donc vous voyez, efficace dans 183 espèces de nématodes. Les nématodes, c'est les vers. Et 129 espèces d'insectes et acariens divers. Donc vous voyez, ça agit quasiment sur tout. Alors comment ça agit chez l'animal? C'est totalement différent de chez l'homme. Ça paralyse les animaux. Comment ça se fait? Parce que les animaux ont un neuromédiateur, un neurotransmetteur qui est le GABA, acide gamma-aminobutyrique. Nous, on a l'acétylcholine. Donc ça tombe bien, ce qui fait qu'on ne va pas être paralysé et on ne va pas mourir comme tous ces animaux avec l'ivermectine. Ce neurotransmetteur, c'est celui qui permet, quand le cerveau envoie des informations aux muscles, aux glandes, à tous les organes, ça passe toujours par ce neurotransmetteur qui transmet à l'organe. Et donc nous, je vous l'ai dit, c'est l'acétylcholine. Et chez les animaux, il est différent. Suivante. Alors chez l'animal, on a trouvé donc des tas d'utilisation sur tous les parasites, pratiquement tous les parasites. Quelques indications antibactériennes, pas chez l'homme, c'est pas comme les antibiotiques, c'est pas vraiment un antibiotique. Quelques cancers sont traités également chez l'animal. Chez l'homme, j'ai entendu parler aussi pour le cancer de l'ovaire en association, ça mérite d'être précisé. Et puis, c'est actif sur énormément, il y a une activité antivirale très importante chez l'animal. Donc, virus à ARN, virus à ADN, tout ça est extrêmement important. Suivante. Alors, chez l'homme, on l'utilise dans beaucoup moins d'indications, puisqu'il faut chaque fois l'AMM, autorisation de mise sur le marché. Donc, l'onchocercose, c'est la cécité des rivières. Donc, des centaines de millions de personnes ont été sauvées de la mort et de l'aveuglement. Malheureusement, cet aveuglement persiste chez certaines, notamment chez les énarques et certains responsables dans les pays dits civilisés. Donc on traite également la rosacée, il y a dans quelques produits, lotions et pommades. Ça traite les filarioses, c'est ces petits vers qui se promènent sous la peau, qui sortent un peu partout. L'anguilluliose, l'ascaridose, l'oxyurus, tout ça, ce sont les vers intestinaux. Alors pour les vers intestinaux, il faut prendre l'ivermectine à jeun. Par contre, quand on veut qu'il passe dans le sang, il faut le prendre au moment d'un repas. Ça multiplie par 2,5 le taux sanguin plutôt qu'à jeun. Et également, très utilisé,
Et par hasard, on s'est aperçu que les patients traités pour la gale, notamment dans les EHPAD, ne prenaient pas le Covid. Au passage également pour l'époux, mais pas d'AMM pour l'époux, et puis vous n'êtes pas près de le voir, puisqu'il faudrait qu'un laboratoire prenne en charge le financement d'études, et comme c'est dans le domaine public, on ne le verra jamais pour l'époux, alors que ça marche très bien, donc il faudra vous contenter de continuer avec les petits produits habituels qui marchent plus ou moins. Suivante. Alors, par ailleurs, c'est un médicament qui non seulement est très actif, souvent je dis à mes patients, avec les effets secondaires, en principe, plus un traitement est efficace, plus il peut avoir d'effets secondaires. Et bien là, c'est l'inverse. L'ivermectine est absolument sans danger. On a dénombré même pas 20 morts en 30 ans donc pour plus de 4 milliards de prescriptions. Donc, on peut l'utiliser. C'est l'OMS qui le dit. Aucun danger avec l'ivermectine. Vous pouvez l'utiliser à grande échelle sur des populations entières. Suivante. Alors, fort de tout ça, oui, comment ça marche chez l'homme? Je vous ai dit que c'était différent de chez l'animal. Chez l'homme, pour faire simple, le virus, il va rentrer dans la cellule, il a besoin pour se multiplier et pour vivre, parce que s'il n'y a pas un renouvellement permanent, le virus et la maladie meurent assez rapidement en quelques heures. Donc, il a besoin de rentrer dans le noyau, et pour arriver jusqu'au noyau, il a besoin d'un transporteur. C'est ce qu'on appelle les importines, alpha et bêta 1. Donc ça, c'est un besoin pour le virus pour se multiplier et rentrer dans le noyau. L'ivermectine va bloquer ce transporteur. Moi, si je veux aller à Paris depuis le gare où je suis, si j'ai pas de moyen de transport, c'est terminé, je reste sur place. Et si j'ai besoin de me déplacer à Paris pour vivre, je mourrai sur place. Donc ici, c'est la même chose. Il ne peut pas rentrer, il n'est pas transporté dans le noyau où il va pouvoir libérer son ARN messager et se multiplier. Donc voilà le mode d'action principal. Il y en a d'autres, mais c'est le principal et le plus important chez l'homme. Suivante. Alors, les résultats chez l'homme, on dénombre pratiquement aujourd'hui 60 études dans une quinzaine de pays dans le monde. Ces études ont été faites non pas par un charlatan, non pas par des complotistes ou des gens un petit peu bizarres, mais il y a quand même 519 scientifiques qui se sont mouillés. Et ça a été étudié et publié pour 18 700 et quelques patients. On note parmi ces 58 études, 29 études RCT, c'est-à-dire randomisées, des études comme il faut, absolument aux normes, certaines pas encore publiées, d'autres publiées, et il y en a beaucoup d'autres qui vont arriver. Et les résultats de ces études, ça donne quoi? Suivante. Suivante. Donc, en ce qui concerne la prophylaxie, on dénombre 14 essais. On a 80% d'efficacité en prophylaxie, donc pour empêcher la maladie d'arriver quand on le prend, quand on n'est pas malade. Dans le traitement précoce, on arrive à pratiquement 80% d'efficacité sur 23 études. Lorsque le traitement est plus tardif, c'est moins efficace. Ça chute pratiquement de moitié, 46% d'amélioration sur 21 études. Et en ce qui concerne la mortalité, sur l'ensemble de ces études, on note une amélioration de 70%, c'est-à-dire que ça diminue par 3 à 4, 5 pour certaines études, la mortalité pour ceux qui ont été traités avec l'ivermectine. Suivante. Alors, fort de ces résultats, quelles sont les décisions de nos autorités? Eh bien, pour l'Agence nationale de sécurité du médicament, il ne peut être présumé d'un rapport bénéfice-risque favorable à l'ivermectine, que ce soit en curatif ou en prévention. Je ne sais pas quelles études ils ont lues, mais c'est la conclusion qu'ils nous ont sortie dans notre demande de recommandation temporaire d'utilisation. Le risque, on sait qu'il est nul. Le bénéfice, je veux bien, selon les études, qu'on discute de l'importance de ce bénéfice, du taux de succès, mais ce qu'on ne peut pas discuter, c'est la présomption. Or, on a besoin d'une présomption pour donner la recommandation temporaire. Suivante, il n'y a pas que la NSM, il y a également l'OMS qui donne exactement le même avis sur les mêmes études. Et l'OMS a demandé au docteur Andrew Hill, de faire une étude avant de se prononcer. Résultat de la méta-analyse d'Andrew Hill, c'est 43% d'amélioration clinique. Donc dans la moitié amélioration clinique, les gens sont malades moitié moins longtemps. Et il arrive à 83%, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, 5 fois moins de décès chez les patients sous ivermectine. Et résultat, les données actuelles sur l'utilisation de l'ivermectine pour traiter les patients
ne sont pas probantes. Alors, sur quels arguments suivantes ces agences nous interdisent l'ivermectine ou ne veulent pas qu'on l'utilise? La plupart de ces agences, notamment la nôtre, sous la houlette, sous les conseils de ce que j'appelle la Castafiore, Madame Costagliola, elle est restée un an en arrière, elle n'a pas bougé, elle est restée coincée sur une boîte de pétri. Effectivement, la première étude in vitro qui a été faite utilisait un certain dosage d'ivermectine. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon, je n'en sais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, suite à cette étude, on a dit il faut l'essayer chez l'homme, ça a été fait, et maintenant on parle de ce qui se passe chez l'homme et plus dans les boîtes de pétri. Malheureusement, l'INSERM, avec Costagliola, est resté coincé sur cette boîte de pétri, n'a pas évolué depuis un an, n'a jamais regardé ce qui se passait chez l'homme, et c'est pour ça qu'ils disent que ça ne marche pas, parce que le dosage utilisé dans la boîte de pétri n'était pas bon. Je ne vois pas le rapport avec l'homme. Deuxième argument, ils nous sortent des séries, je ne vois pas comment on peut publier ça, des séries de 2x12, 2x25, car effectivement, c'est totalement ridicule. Donc ils nous sortent ça en disant les études sont pas assez importantes. On est tout à fait d'accord. Et troisième argument, c'est dire, ah ben regardez, les auteurs, ils disent que il faudrait faire d'autres études. Et ça, c'est une formule, pas une formule de politesse, mais une formule d'usage. Toutes les études, pratiquement, se terminent par cette même formule, pour dire, bon, on a trouvé ça, mais on peut peut-être, d'autres peuvent peut-être essayer sur de plus grosses séries. On est tout à fait d'accord. Mais ce qu'ils ont trouvé, quand on l'additionne, eh bien, ça donne les résultats que je vous ai donnés tout à l'heure. Suivante. Alors moi, je préfère m'intéresser non pas à ces études qui sont toutes discutables, qui portent sur des trop petits cas, mais à ce qui se passe dans la vie, dans la vraie vie, dans des pays entiers, là où l'ivermectine est utilisée de manière importante, sans forcément faire d'études. J'aime bien citer Hector Carvalho, dans 4 hôpitaux différents qui ne communiquaient pas entre eux. Pratiquement 1200, 1300 soignants ont été traités, ont été étudiés, 800 avaient de l'ivermectine, 400 n'avaient pas d'ivermectine. Après 2 mois et demi, il fait le bilan, 0 contagieux sur les 800 qui ont eu l'ivermectine et 237, soit 58%, qui ont été contaminés, donc c'est des soignants au contact de patients, qui ont contaminé. Donc, efficacité 100%. Même chose dans l'industrie GT Food, c'est un métier à risque puisque ce sont des abattoirs, le traitement de la viande, où il y a énormément de cas. 12 000 employés, ils avaient 10 à 15 cas tous les jours, malgré toutes les consignes d'usage, les masques, etc., les mesures de précaution. Ils ont mis leurs employés à l'ivermectine et très rapidement, en 3 semaines, ils sont passés à 0 cas. Ils en avaient 143 en permanence en arrêt de travail et c'est tombé à 0. Ensuite, on arrive au prophylactique et un petit peu au curatif, la ville de Mexico. Ils ont mis des stands partout en ville. Ils ont pris testé 220 000 patients. Ils les ont identifiés, répertoriés, suivis, traités. 135 000 kits ont été distribués. Le résultat, 75% d'hospitalisation en moins. Ce ne sont pas des médecins qui disent ça, ce ne sont pas des charlatans, ce ne sont pas des gens qui font des études sans jamais traiter les patients, ce sont les autorités de la ville qui ont fait ça et qui ont publié ça. Suivante. Donc vous voyez qu'à grande échelle, ça marche et ça marche très bien, 3/4 des cas. Deuxième exemple, et je m'arrêterai là, c'est l'Inde. L'Inde, vous savez, il y a 1 mois et demi, on a dit, oh là là, une vague catastrophique, il va y avoir des morts, c'est le pays au monde le plus touché, etc., ce qui n'était pas vrai. Et il y a 2 États, il y en a plus d'ailleurs, il y a Goa et d'autres, donc les États sont passés outre, puisque le gouvernement, comme partout dans le monde, dit non, non, pas d'ivermectine. Ils ont traité en masse à l'ivermectine. Uttar Pradesh, ils ont éradiqué la vague en moins d'1 mois et demi, en 5 semaines. Ils sont tombés à 3% des cas. Ils sont passés de 37 900 cas le 24 avril, aujourd'hui à 1000 cas. C'est l'équivalent, cet État a 200 millions d'habitants, 3 fois plus qu'en France. C'est l'équivalent de 300 cas par jour en France. Vous voyez, nous, on est très contents d'être passés en dessous de 5000. Eux, ils sont à 300 cas à population égale. Et pareil pour le Delhi et l'État et la ville. Ils sont passés de 28 000 cas à 500 cas. C'est-à-dire, ils ont cassé leur vague, ils sont à 98% par rapport à leur pic. Donc vous voyez que ça marche. Ce sont des États qui ont distribué massivement
à des millions de personnes l'ivermectine. Diapo suivante. Alors, on va comparer, pour terminer, deux États, deux pays. L'un qui a prôné le tout ivermectine, l'Inde. En plus, les courbes d'Inde sont à majorer puisqu'il y a des États qui ne traitent pas, hein, comme le Tamil Nadu et d'autres. Donc, c'est la courbe globale de l'Inde. Et puis la France. La France, on arrive à nos 5000 cas péniblement après 6 mois de vaccination, après quand même une croissance. Donc, on a du mal à s'en sortir. Vous voyez que l'Inde, en l'espace d'un mois et demi, a réglé le problème, alors qu'il y a seulement 3% de vaccinés en Inde. Donc, vous voyez que l'ivermectine seule permet de casser une grosse vague sans aucun problème, sans avoir besoin de vaccin, et surtout dans une innocuité la plus totale. Enfin, l'ivermectine est un produit qui ne coûte rien. Suivante, vous pouvez vous en procurer en Chine, 15 kilos pour 10 euros. Donc, vous comprenez pourquoi ça n'intéresse personne de faire des études, de dépenser quelques millions pour obtenir une AMM. Et c'est le problème de ces molécules, de ces anciennes molécules tombées dans le domaine public. J'appelle ça des molécules orphelines. Quand il y a de nouvelles indications, je veux parler, par exemple, tout à l'heure, j'ai parlé des poux. Demain, on va parler, j'ai fait un papier là-dessus, la sclérose en plaques, ou ses porteurs d'espoir. Eh bien, il n'y aura aucune étude de fait, parce que quel laboratoire va dépenser des millions pour faire ces études aux normes qu'ils imposent eux-mêmes, et qui sont très coûteuses et difficiles, et longues, pour un produit qui va être vendu par tout le monde. Donc, ça n'intéresse personne. Donc, vous verrez personne faire d'études sérieuses, documentées, coûteuses, aux normes, pour l'ivermectine, quelle que soit l'indication. Je vous remercie.